Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous faire entendre à présent un texte que j'aime particulièrement puisque je le jouais au théâtre avant que nous fûmes arrêtés et que je rejouerai peut-être un jour, on ne sait jamais. La promesse de l'aube de Romain Gary, édité chez Gallimard. Je vous souhaite donc un bon voyage. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture, chaque chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement pour gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre. Pour payer le loyer, le beurre, les souliers, les vêtements, le beefsteak de midi, ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi un peu solennellement comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée, je m'attablais devant le plat, ma mère restait debout et me regardait manger. Avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même, elle m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait le fond graisseux soigneusement avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement. Et malgré son geste rapide pour tenter de dissimuler la poêle sous la serviette, je sus, soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurais comme ça un bon moment immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère. Et puis j'éclatais en sanglots et je m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare, où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un tram passa par la tête, mais presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère. Heureux, juste, digne d'elle, enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes bras, je me laissais aller à ma peine, mais les larmes qui me furent souvent si clémentes ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, cette frustration d'enfant, loin de s'estomper, grandissait avec moi et se transformait peu à peu en un besoin que ni femme ni art ne devaient plus jamais suffire à apaiser. J'étais donc en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais pas du tout comment elle avait découvert l'endroit, personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous le fil de fer, s'avancer vers moi, ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à mes côtés, son éternelle gauloise à la main. Et avec son fort accent russe, elle me dit « Ne pleure pas. Maman, laisse-moi, s'il te plaît. Ne pleure pas. Je te demande pardon.
Tu es un homme maintenant. Je t'ai fait de la peine. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je ne recommencerai plus. Je me calmais un peu. Nous étions tous les deux assis sur le remblai, les mains posées sur les genoux, en regardant devant nous. Il y avait une chèvre. Il y avait une chèvre accrochée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs. Le ciel était très bleu et le soleil faisait de son mieux. Je pensais soudain que le monde donnait bien le change. C'est la première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit son paquet de gauloises. « Tu veux une cigarette ?» Ben non. Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée, elle avait déjà 51 ans. Un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. « Tu as écrit aujourd'hui ?» Depuis un an, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais lettre par lettre en caractère d'imprimerie. Oui, j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Et au lycée, j'ai eu un 0 en maths. « Ils ne te comprennent pas, dit-elle. » Et j'étais assez de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me mettaient des zéros me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. « Ils le regretteront. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller voir tes professeurs demain et leur dire « Ah non, maman. Ah non, je t'en défends, tu vas encore me ridiculiser. » Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, je sais dire des vers. Tu seras D'Annunzio, mon fils. Tu seras Victor Hugo. Tu seras prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. Elle ne m'écoutait plus. Son regard se perdit dans l'espace et un sourire heureux vint à ses lèvres. Naïf et confiant à la fois. Comme si ses yeux perçant les brumes de l'avenir avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, monter lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. « Tu auras toutes les femmes à tes pieds, » conclut-elle catégoriquement, balayant le ciel avec sa cigarette. Le 12h50 de Vintimille passa dans un nuage de fumée. Aux fenêtres, les voyageurs devaient bien se demander ce que cette femme aux cheveux gris et cet enfant triste qui essuyait encore ses larmes pouvaient bien regarder dans le ciel avec tant d'attention. Et puis, soudain, elle parut très préoccupée. « Mais il faut trouver un pseudonyme. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, oui, ce serait très bien. Mais pour un titan de la littérature française, ça ne va pas. » Le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement. Depuis 6 mois déjà, je passais des heures entières chaque jour dans ma chambre à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux. Romain, mon vrai prénom, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà un Romain, Roland. Et je n'étais pas disposé à partager ma gloire avec personne. Ah non, tout ça était bien difficile. Si tu étais un virtuose violoniste, oui, le nom de Katchev, ce serait très bien. Répéta ma mère en soupirant.
Cette affaire de virtuose violoniste avait été pour elle une grande déception. Et je me sentais bien coupable. Il y avait là un malentendu avec le destin que ma mère ne comprenait pas du tout. Attendant tout de moi. Et cherchant quelques merveilleux raccourcis qui nous eût menés tous les deux à la gloire et à l'adulation des foules, elle avait d'abord nourri l'espoir que j'allais être un enfant prodige, un mélange de Yashai Fetz et de Yehudi Menuhin, qui étaient alors à l'apogée de leur jeune gloire. Ma mère avait toujours rêvé d'être une grande artiste. J'avais donc à peine 7 ans, lorsqu'un violon d'occasion fut acquis dans un magasin de Wilno, en Pologne orientale, où nous étions de passage alors, et que je fus solennellement conduit chez un homme fatigué, aux vêtements noirs, aux cheveux longs, sales, que ma mère appelait maestro, dans un murmure respectueux. Je m'y rendis ensuite seul, courageusement, 2 fois par semaine, avec mon petit violon dans une boîte ocre, tapissée à l'intérieur de velours violet. Je n'ai retenu du maestro que le souvenir d'un homme profondément étonné chaque fois que je me saisissais de mon archet. Et le cri « aïe, 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 aïe » qu'il poussait en mettant les 2 mains à ses oreilles est encore présent à mon esprit. Je crois que c'était un être qui souffrait infiniment de l'absence d'harmonie universelle dans ce bas monde. Une absence d'harmonie dans laquelle je dus jouer au cours de mes 3 semaines de leçons un rôle éminent. Au bout de la 3e semaine, il m'ôta vivement l'archet et le violon des mains, me dit qu'il parlerait à ma mère et m'envoya. Ce qu'il dit à ma mère, je ne le sus jamais, mais celle-ci passa plusieurs jours à soupirer, à me regarder avec reproche, me serrant parfois contre elle dans un élan de pitié. Un grand rêve s'était envolé.